Alors, je m'appelle Philippe, j'ai 23 ans, je suis en troisième année de licence en langue, littérature et civilisation étrangère. Ma langue de spécialité c'est l'anglais. Donc on va commencer avec des questions au sujet de l'Union européenne et ses institutions. Donc je voudrais juste te demander au départ, qu'est-ce que l'Union européenne t'évoque? En fait, pour toi, l'UE, c'est quoi? Pour moi, l'UE, c'est la mise en place de trois doctrines politiques qui pensaient qui trouvaient une nécessité commune de créer un ensemble. D'une part, de créer un marché plus ou moins dirigé de manière uniforme, l'abolition des frontières internes et aussi en tant que bloc se constituer par rapport à une concurrence étrangère. Donc c'est à la fois une doctrine économique, politique orientée à droite, de protectionnisme par rapport à l'étranger, mais on peut trouver aussi de l'extrême gauche avec l'abolition des frontières internes, etc. Et je pense que la plupart des problèmes et des critiques que viennent plus ou moins régulièrement, et surtout aujourd'hui sur l'Union européenne, viennent d'une disproportion de certains ressentis ou pas par certaines personnes à propos d'une place qui prendrait plus le courant sur les autres. Et est-ce que tu connais des institutions de l'Union européenne? Alors, de l'Union européenne au sens strict, on aurait essentiellement le Parlement européen. À Bruxelles, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'institution. Et la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression de comprendre le fonctionnement de ces institutions-là? Alors, le fonctionnement théorique, oui. La répartition des pouvoirs reste assez obscure, je pense même pour ceux qui sont dedans, entre la souveraineté des nations ou pas, le respect des décisions ou pas, par exemple, tout un tas de mesures qui ne seront jamais respectées par quelconque pays, comme le taux de déficit qui est décidé par théoriquement l'ensemble et qui est jamais appliqué, etc. Donc, c'est variable. D'accord. Et donc j'aimerais bien te poser des questions maintenant par rapport à l'identité européenne. Donc tout simplement, est-ce que tu dirais que tu te sentirais plutôt européen, français ou alsacien? Je crois pas trop au concept de nation, ou même de culture au sens propre, vu que tout groupe ou association d'individus c'est basé sur la communication. On ne pourra jamais créer un folklore pur. Toute interaction entre individus est le fruit d'autres interactions qu'on ne peut pas limiter par des notions géographiques ou politiques ou de quelconque mythe de nation qui n'est pas forcément si vieux que ça. Donc je me sens pas plus européen que français que le reste. Je sais que ma langue d'usage et l'éducation qui a calibré a énormément de points communs avec celle d'autres gens résidant dans la zone géographique qu'on appelle l'Europe. Cependant, ça ne veut pas dire que je me sens plus proche d'eux que de quelqu'un de l'hémisphère sud ou d'ailleurs. Donc du coup, être européen pour toi, ça signifie pas grand-chose en fait. D'un point de vue strict et physique, si, dans le sens où grâce à la chance que j'ai eue d'avoir cette nationalité européenne, je peux circuler avec beaucoup plus d'aisance qu'énormément de gens. J'ai le droit à beaucoup plus d'aide, de soutien. Si je considère que mon gouvernement me fait du tort, j'ai des recours que je peux faire auprès d'institutions qui sont supposément supérieures. Donc je pense que c'est une sécurité, c'est un privilège que je chéris beaucoup, même si en soi les fondements et les prémices du concept ne me tiennent pas forcément à cœur. D'accord. Donc tu parlais de la libre circulation par exemple. Du coup, est-ce que tu as déjà étudié ou voyagé dans des pays qui appartiennent à l'Union européenne? J'ai déjà eu la chance de voyager dans des pays de l'Union Européenne, étudié pas encore. Et t'aimerais bien? Sans doute. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de sentir l'impact de l'Union européenne ou des politiques européennes dans ton quotidien? Étant donné que j'ai la chance d'être en France, on n'est pas dans un pays qui puisse être le plus touché par les réformes de l'Union Européenne, parce que vu notre capital humain et capital économique, la plupart des décisions de la Banque Centrale Européenne iront dans notre sens, comme ce sera le cas de l'Allemagne. Donc je ne suis pas dans le cas espagnol ou grec où je serais littéralement détruit par les décisions d'une autorité supérieure que je n'aurais pas nécessairement élue, qui ne me représente pas nécessairement.
Et donc, d'après ce que tu dis, on a l'impression que les politiques de l'Union européenne, tu considères qu'elles ont plutôt un impact négatif en fait sur le quotidien des gens, par exemple en Grèce ou en Espagne. Mais est-ce que tu penses que ça a aussi un impact négatif dans d'autres pays? C'est pas forcément non plus négatif on ne peut pas diriger avec des absolus. Le problème de la libre circulation des personnes, c'est qu'elle peut se... En tout cas en Europe, elle s'applique essentiellement avec les gens de la classe aisée et supérieure. Tous les grands diplômés peuvent à peu près étudier ou travailler là où ils le désirent. Le problème, c'est que toute production est basée sur une classe de prolétaires qui, elle, est très sédentarisée. Et avec le changement des flux, la délocalisation et le fait que la concurrence internationale fait qu'il y aura forcément des marchés qui vont être lésés. Le système dans lequel on fonctionne actuellement est basé sur ces choses-là. Il ne peut pas fonctionner sans. Et de ce fait-là, ce sont eux qui sont lésés par l'Union européenne. Mais tout ce qui est haute classe moyenne et intelligentsia, on va dire, européenne, ou en tout cas des pays qui font partie de l'espace Schengen, est clairement avantagé. J'ai des collègues qui sont grecs et qui peuvent étudier en France et qui ne subissent du coup pas le marasme de leur pays. Et pareil pour les Espagnols, ou même à l'inverse, qui peuvent étudier et bénéficier de l'attractivité au niveau des prix de la Grèce, vu que tout a chuté considérablement. Donc après, on peut pas parler d'absolu, mais d'après le discours que tu tiens, on a l'impression que l'Union européenne a creusé des inégalités entre des personnes plus aisées et d'autres qui seraient plus des classes défavorisées. Tu as cette impression-là? Je pense qu'elle a assis un grand nombre de privilèges qui étaient plus ou moins déjà établis pour la classe moyenne éduquée et la petite bourgeoisie. Je ne vais pas parler du pourcentage le plus supérieur parce que de toute façon ils ne seront pas régis par les différentes législations, en tout cas ils ne les subissent pas comme pourraient les subir les autres, mais elle a réussi à créer une certaine forme de classe privilégiée qui jouit d'énormément de choses qu'elle n'aurait pas eues si jamais elle n'avait pas fait partie de l'Union européenne. D'accord. J'aimerais savoir si tu as voté aux dernières élections européennes qui avaient lieu en mai 2014 et sinon pourquoi? Et est-ce que tu penses voter aux prochaines élections? Alors, personnellement, je ne considère pas que le système de démocratie représentative soit très efficace, ou en tout cas c'est pas celui vers lequel je tends. Et du coup, par principe, je considère que je ne voterai pas. Mais c'est plus une décision politisée par mes convictions qu'un simple boycott du fait de non-intérêt ou de non-représentation. Je considère que tout système de délégués représentatifs, surtout dans le cadre de prise de décision où leur mandat n'est pas contraint par le vote, où notre prise de parole n'est pas rééditée à d'autres mesures que simplement la réédition de leur mandat et de leurs privilèges internationaux, puisse me représenter en aucun cas et je ne donnerai pas ma voix sur quelque chose où je n'ai aucune sécurité. Ce contrat me laisse complètement lésé, car au fond je ne fais que donner un travail à quelqu'un qui après n'a aucune garantie à me rendre, etc. Donc si tu n'as pas envie de voter, c'est simplement parce que tu penses pas que les institutions sont démocratiques aujourd'hui? Je pense que les seules institutions qui ont du pouvoir actuellement se trouvent plus au niveau de la Banque centrale, qui elle n'est absolument pas élue démocratiquement, il n'y a même pas de vote. Même si je vous croyais au vote, je ne pourrais pas élire, je ne pourrais pas prendre partie de leurs décisions. Et contrairement à moi, les lobbies ont les moyens de s'adresser aux différents délégués de la Banque centrale européenne. Donc à partir de là, je pense que la Banque centrale s'inscrit beaucoup plus dans un système plutocrate que démocratique. Et du coup, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Pour ce qui est du reste des politiques européennes, je ne pense pas qu'en ce moment, avec la recrudescence des nationalismes, on puisse espérer grand-chose qui aille dans le sens où je me sens inclus, où les classes qui ont pour l'instant été lésées par l'Europe puissent trouver leurs bénéfices. D'accord, merci. J'aimerais bien parler avec toi des réalisations de l'Union européenne. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a comme réalisation positive? Pour l'instant, même si l'Europe est parvenue à mettre en place un gros conglomérat de nations qui jusque-là s'entre-déchiraient relativement régulièrement,
dans une paix même pas relative, plutôt a réussi à les unir dans une logique, en tout cas un temps, de collaboration dans laquelle ils avaient plus à profiter que leurs petits intérêts nationaux, même si cette logique commence à être remise en question, avec la tentative de séparation et autres. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait des lois communes, qu'il y a des liens forts avec les pays voisins, par exemple avec la monnaie, ou la possibilité de se déplacer librement, c'est ça qui est le plus positif selon toi? J'ai tendance à séparer complètement les lois que je considère économiques avec celles qui régissent les droits humains. Je suis très heureux qu'il puisse y avoir des recours à un tribunal européen, parce que tout gouvernement a ses dérives, c'est ce qui arrive avec le pouvoir et ce qui peut tout à fait arriver, ce qui est très légal dans le cadre de gouvernement de faire des dérives, ils sont tout à fait dans leur droit, au sens juridique du terme, de faire n'importe quel excès qu'ils veulent, car le droit est avec eux. Et le fait qu'il y ait une institution supérieure est intéressant. Cependant, l'universalisme est dangereux. On a vu ce que ça a fait, les premières pensées européennes, au niveau de la colonisation, par exemple de l'Afrique ou de l'Asie, qui ont fini par imposer un système et détruire, ravager des endroits. Pour ne pas citer par exemple l'exemple de l'Afrique, mais plutôt de l'Inde, on estime que l'Inde avait 26% du marché mondial avant la colonisation britannique, et à la fin de celle-ci, n'avait plus que 3% de leur part. Du coup, cet universalisme qui peut paraître moral, qui peut paraître dans les plus belles intentions du monde, peut aussi servir à justifier énormément de dérives. Et le problème est toujours l'équilibre entre l'exception nationale et le bien commun, où s'arrête la tradition et les us et coutumes et le protectionnisme de son pays, et où commencent les excès. Et justement, si je peux intervenir, qu'est-ce que tu penses de l'Union européenne qui se définit un peu comme un ensemble de valeurs de tolérance, de diversité? Tu connais peut-être sa devise, unie dans la diversité. Est-ce que tu penses qu'elle peut être un contrepoids et un contre-exemple au nationalisme dont tu as parlé avant? À la base, je pense que la doctrine idéologique qui a été mise en place tout au début était tout à fait dans ce sens-là. Cependant, c'est des mots extrêmement valises, dans le sens où ils ne sont pas porteurs de sens précis. Et du coup, n'importe qui peut justifier aussi bien le communautarisme, avec cette même devise, qu'au contraire l'union et le multiculturalisme. Le problème de ce genre de motto, d'aphorisme extrêmement ouvert, très prenant, est qu'au fond, ça ne dépassera jamais une devise marketing, dans le sens où ce sera toujours creux, à mes yeux. Mais alors, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme initiative pour améliorer le fonctionnement de l'Union européenne, ou pour qu'il y ait plus de cohésion entre les différents intérêts nationaux? Pour moi, il y a d'énormes conflits idéologiques qui sont en jeu. Si on suit la logique économique qu'on pourrait avoir, enfin, les idéologistes qui sont plus du côté de l'économie, on pourrait imaginer transformer l'Europe en un gigantesque marché avec les mêmes législations tout autour, et totalement supprimer le pouvoir, ou en tout cas le rôle et la souveraineté des États pour autre chose que le maintien de l'ordre et la politique intérieure, et laisser tout le plan économique, que ce soit de réforme ou d'initiative économique, à la Banque centrale, ce qui rajouterait cette efficacité du coup du côté économique. Cependant, si on est plus du côté des nationalismes, on pourrait considérer que ce sont des atteintes à notre souveraineté, et que l'exception culturelle est menacée, et qu'on n'est pas simplement un marché, on a des devoirs envers sa population, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau des industries, et un certain patriotisme et un certain droit à la concurrence et au fait de vouloir triompher sur le marché et croître. Et au contraire, si on est plus à gauche, on peut considérer que les réformes européennes laissent complètement une partie de la population, que le système est plutocrate et élitiste, donc dirigé essentiellement par un point de vue monétaire et vénal, ou simplement par une intelligentsia qui est très paternaliste et qui considère que les individus n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils seraient trop dissipés, trop dispersés par leurs petits soucis quotidiens ou leurs concepts de nation ou autre, pour pouvoir gérer tout ça. On pourrait imaginer aussi de donner plus de pouvoir aux localités et après laisser un syndicat. Mais ça reste de la théorie politique, et le problème c'est qu'aucune de celles-ci ne peut germer, car on laisse encore ce concept idéologique. Le marché en soi est devenu presque une religion. Cependant, on n'a toujours pas aboli la religion de l'État, ou on considère toujours légitime.
Et en même temps, la solidarité des peuples existe et ne peut pas être niée. Donc les trois logiques trouvent leur légitimité, mais ne pourront jamais trouver des terrains d'entente. Mais là, tu as cité plusieurs choses qui pourraient être faites, mais qu'est-ce qui serait souhaitable en fait selon toi? Je ne pense pas pouvoir prétendre à quoi que ce soit de souhaitable. Après, je pense que trouver l'équilibre et penser que le compromis n'est pas est forcément la meilleure solution, je ne suis pas d'accord non plus. Dans le sens où ces trois logiques s'handicapent les unes et les autres et empêchent les autres d'achever quoi que ce soit. Le souci, c'est que personne n'a l'autorité de donner la voix ou la prévalence à l'une d'entre elles, et les deux autres se sentiront toujours lésés. Donc pour moi, l'Europe actuellement est dans une impasse, et à moins que l'une de ses composantes trouve matière à contraindre les autres, on ne peut pas avancer à moins d'assister à l'explosion comme l'a fait avant la Triple Entente ou les autres tentatives de création européenne ou la Ligue des Nations, du fait de l'absence de pouvoir réel de donner une réelle ligne directrice, quel que soit le segment idéologique dans lequel elle s'inscrit. D'accord. Alors... Et juste tout à l'heure, tu expliquais que tu ne croyais pas totalement en la démocratie représentative. Est-ce que tu penses que la démocratie directe serait une alternative plus souhaitable? En soi, pour moi, démocratie directe est encore une fois un mot valise qui... Par référendum, par exemple. Par référendum, mais oui et non. Dans le sens où un référendum est encore une fois une dictature de la majorité. Il suffit que le référendum passe à 51%, même si on met une barrière arbitraire à 75%, on pourrait très bien décider d'un référendum de 75% des gens qui décident d'exproprier les 25% supérieurs qui se sentiraient du coup lésés. Ou 75% de la population qui décide de mettre en esclavage 25% de l'autre de la population. Est-ce que ceci serait légitime? Non. Du coup, cette forme de démocratie en soi ne peut pas être acceptée en tant que telle, juste sur le point de vue théorique. Il faudrait forcément mettre des limites. Et après, on rentre dans les théories politiques plus ou moins poussées, plus ou moins expérimentées. Et je pense que la libre association d'individus doit être prioritisée par rapport à simplement la naissance, la nationalité, et quelque chose d'aussi arbitraire que la naissance ou l'immigration dans tel ou tel territoire donné. Est-ce que tu connais l'initiative citoyenne européenne? Est-ce que ça te dit quelque chose? Je ne suis pas sûr si ça se réfère non, je pense au service civique européen, je crois pas. Alors non, en fait c'est l'Union européenne qui a lancé ça il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. Si 1 million de citoyens européens signent la même pétition dans 7 États membres minimum, avec une histoire de proportionnalité assez spécifique, ils peuvent demander à la Commission européenne de proposer une loi sur, par exemple, un sujet comme l'eau pour tous, le droit à l'accès à l'eau pour tous. Est-ce que tu penses que ce genre d'initiative, c'est une bonne chose? Ça mériterait d'être connu? Qu'est-ce que tu en penses? Ça mériterait d'être connu. Ça démocratise la prise de décision. Cependant, comme on peut le voir aux États-Unis ou ailleurs, ou en Suisse par exemple, ça ne suffit pas à garantir un respect des libertés individuelles de chacun. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'ICE, comme on l'appelle, l'Initiative citoyenne européenne, il y a eu 50 propositions depuis 10 ans. Il y en a eu 3 qui ont réuni les critères suffisants et 0 qui a abouti sur un changement de loi. Donc, ça prouve la complexité de rendre cela efficace. Tout à fait. Mais on pourrait imaginer un développement de ce genre d'initiative et rendre l'initiative plus accessible. Ça pourrait être une amélioration peut-être du fonctionnement de l'UE. Tout à fait. Je pense qu'avec les technologies actuelles, on a les moyens, sans pour autant que ce soit d'un point de vue purement pécunier, que ce soit coûteux, et surtout on a les moyens d'informer suffisamment les gens sur les questions pour que chacun puisse prendre part à n'importe quelle décision, n'importe quel vote qui pourrait le concerner. Justement, tu parles du fait d'informer les gens, donc j'aimerais bien en venir à l'Union européenne dans les médias et à l'école. Et premièrement, je voudrais savoir s'il t'arrive de chercher des informations sur l'Union européenne. Ça m'arrive. Le souci des médias, c'est qu'ils ont toujours une ligne éditoriale qui va forcément leur faire choisir l'information. Toute information transmise est une information choisie. Et on peut très bien choisir de transmettre une information pour n'importe quel biais.
Mais le souci, c'est que toute communication est elle-même biaisée et on ne peut pas sortir de cette impasse nécessairement. Mais oui, ça m'arrive de regarder des médias. Et en général, tu cherches les informations par quel moyen? Alors, ceci dépendant des informations, s'il s'agit et du public qui est concerné. S'il s'agit de politique internationale, je vais plus chercher dans Le Monde ou Le Monde diplomatique, ou des revues spécialisées, soit économiques, soit de diplomatie. Soit je vais essayer de trouver des blogueurs plus ou moins compétents, dans le sens où je vérifie tout de même leur accréditation, même si c'est un peu un culte de l'académisme, je trouve que c'est quand même une certaine sécurité. Et à partir de là, autrement, je me renseigne avec. Et qu'est-ce que tu penses du fait de, par exemple, aller voir les sites officiels des institutions ou leurs newsletters pour voir en fait qu'est-ce qu'ils font concrètement? En général, je vous avoue que je ne regarde pas directement le site de l'Union Européenne ou le site du Parlement Européen pour savoir exactement quelles décisions sont votées, etc. Je ne sais même pas si c'est rébarbatif ou autre, je vous avoue, je n'ai jamais avoir essayé. Ça peut l'être. Et mais du coup, est-ce que tu penses que l'information sur l'Union européenne est facilement accessible ou pas? Je pense que de nos jours, toute information est facilement accessible. Non seulement par le biais de la numérisation de la plupart des bibliothèques nationales, de l'omniprésence d'Internet, de l'accès à Internet pour tous, même sans payer nécessairement, dans le sens où nos médiathèques nous permettent d'avoir accès à Internet même si on n'est pas nécessairement abonné. Notre université aussi si on est étudiant, mais pas seulement. L'omniprésence des portables, des cartes 3G, fait qu'on n'a plus aucune excuse de ne pas s'informer. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure des lignes éditoriales des journaux, mais qu'est-ce que tu penses du sort qui est réservé à l'Union européenne par les médias en général? Je pense que chacun des médias se plaçant dans l'une des doctrines idéologiques que j'ai suscitées précédemment, économique, plutôt à gauche dans l'abolition des frontières et des nationalismes, mais dans le refus de la logique libéraliste de la BCE, ou dans la souveraineté nationale, va toujours trouver moyen de critiquer les deux autres tendances qui se retrouvent dans l'Union européenne. Et il est beaucoup plus simple de critiquer que de concéder la nécessité de fonctionnement ou de proposer une alternative réelle qui puisse être acceptée ou qui soit réalisable. Donc le souci est ce clivage entre les différentes idéologies qui fait qu'on va nécessairement entendre que du mal de l'Union européenne. On n'entend jamais quoi que ce soit de positif sur l'Union européenne dans les médias. Je pense qu'en dehors des opinions personnelles de nos pairs, on risque pas trop d'en entendre. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que tu penses de la place qui est accordée à l'Union européenne, à l'école, dans les programmes scolaires, selon l'expérience que tu as pu avoir? Dans mon expérience des programmes scolaires, on nous parle beaucoup d'une culture européenne, qui en soi est un concept relativement vieux. On en parlait déjà avec l'invasion de la Grèce par les Ottomans. Mais cette solidarité internationale en soi n'est pas atterrée par un quelconque fait. Effectivement, on a un corpus de référence qui est plus ou moins identique ou similaire, mais les mythes de nation demeurent, et les mythes de ces différences et de canons demeurent aussi. Du coup, le souci, c'est dès qu'on veut creuser la substance des concepts qu'on nous a inculqués ou non, selon l'endroit, en tout cas, j'ai eu droit dans mon cursus en histoire à une bonne partie sur l'Union européenne, à creuser ou pas, les concepts sonnent très vite creux, en dehors du fait qu'il s'agissait d'une alliance pour éviter les guerres, qui est la seule chose qu'on peut atterrer en tant que fait et en tant que chose efficace qui a abouti. Donc tu penses que tu as plus étudié l'Union européenne en termes de concept, mais pas en termes de réalisation concrète ou pour mieux comprendre le fonctionnement? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport au Brexit? Alors pour moi, c'est une nouvelle logique de la droite de tenter de se mettre en ennemi de la finance en prenant la posture de prioriser le marché national et de faire une nouvelle mesure de protectionnisme contre ce qu'ils considèrent de l'ingérence de la Banque Centrale Européenne. Et ainsi, par rapport à tous les accords financiers, on pourrait analyser la situation américaine avec l'élection de Trump de la même manière, où plutôt que par une certaine défiance des marchés internationaux et des différents accords. Et à ce niveau-là, il me semble que l'Angleterre s'est inscrite dans une logique où ils essayaient de garder leur souveraineté, ils avaient déjà leur statut exceptionnel au niveau de leur monnaie, mais ont tenu
du fait d'une certaine analyse plus ou moins faussée et d'un certain choix de chiffres, à faire prévaloir leur idée comme quoi ils avaient plus à gagner en s'ouvrant plus au marché hors européen qu'au marché intra-européen, et ainsi que selon eux les accords commerciaux les lésaient, et que les bénéfices qu'ils avaient à être dans l'UE n'étaient pas équivalents aux bénéfices qu'ils en retiraient. Donc les contributions, je pense que ce vote, et quand on regarde aussi la démographie, après les sondages étant ce qu'ils sont, comme on a pu le voir avec l'élection américaine, que la plupart des gens qui ont voté IN étaient des gens plus éduqués, et qui étaient des cadres et des gens qui étaient donc plus mobiles. Donc la partie de la population qui, je pense, a été le plus avantagée par l'Union européenne et qui avait le plus de bénéfices à y être. La classe, disons, d'ouvriers spécialisés et qui se sentaient lésés, ou les chômeurs, étaient plus du côté du out, parce qu'ils pensaient que ça apporterait une relance économique, que le marché et le protectionnisme qu'ils pourraient après établir du fait de leur souveraineté nationale pourraient améliorer leur situation, contrairement à ce que l'Europe n'a pas fait selon eux, alors qu'ils auraient eu le devoir de le faire à leur égard. Comme dans tout vote, on peut pas... À partir du moment où on s'inscrit dans une démocratie représentative, on doit accepter la majorité, même s'il s'agit de 2 ou 3%. On considère que cette décision est acceptée, on fait abstraction. Et de ce fait, l'Angleterre a choisi son camp, à savoir la souveraineté nationale et une logique économique peut-être égoïste, mais qu'ils pensent en tout cas pouvoir mieux gérer que le ferait la Banque Centrale Européenne. Et qu'est-ce que tu penses de la place que les questions identitaires et liées à l'immigration ont eu dans le débat par rapport au Brexit ? Pour moi, comme toujours, c'est du populisme et de la démagogie. L'émigration ne peut pas s'arrêter. Économiquement, les pays ont tout à y gagner. Je ne suis pas pour autant un avocat du fait de la politique allemande qui a peut-être géré un influx d'immigrés un peu trop supérieur par rapport à sa capacité à les intégrer et à les gérer. Cependant, faire un vote aussi réactionnaire et basé sur des sentiments aussi bas que la xénophobie, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Surtout que, étant donné que ce sont majoritairement les cerveaux et les ouvriers spécialisés qui vont immigrer et qui auront tout à gagner à rester dans un pays, c'est toujours profitable, même en gardant une logique purement économique, et pas simplement le fait que chacun a sa place dans une société qui fonctionne, pour peu qu'il désire en être un membre sain. And then I saw her face. I'm a believer.